Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 8e Coronavicours, ça commence à en faire beaucoup, et 2 dans une semaine, dis donc, vous êtes bien gâtés. Tu fais quoi là? Ah mais t'inquiète pas, continue ton cours, hein. Fais comme si j'étais pas là. Mais je filme là, j'ai l'introduction à faire. Bon. Donc cette semaine, on va s'intéresser aux énergies de combustion, ça va chauffer un petit peu. Vous allez apprendre différentes techniques. Non, bouge pas. Ok, c'est un simple contrôle de routine, on est obligé par ces temps qui courent. Alors. Oh 39,2. Quoi? 39,2 degrés. Là, il va falloir que tu rentres chez toi. Hein. Tout de suite. C'est pas possible, hein, enfin... Oh, it's true. Ah, it's true. Ah, it's true. Ah, it's true. Ah. Alors, monsieur Bianchi, ça va mieux? Ouais, ça va. Mais j'ai un petit peu froid quand même. Puis mon radiateur qui est tombé en panne. Hein. Alors j'avais pensé à sacrifier mes dernières bouteilles pour brûler l'alcool et chauffer la pièce. Mais bon. Ah bah tiens, vous qui êtes encore au labo, peut-être que vous pourrez nous dire si c'est vraiment efficace. Pas de soucis, on s'en charge. Ce qui nous intéresse ici, c'est le pouvoir calorifique de l'éthanol, puisque c'est cette molécule de la famille des alcools que l'on retrouve dans les boissons. Le pouvoir calorifique, c'est l'énergie libérée par la combustion d'un kilogramme de matière combustible. Et ça, on peut le déterminer expérimentalement, et c'est ce que nous allons faire avec ce dispositif. Ici, on va chauffer une canette en aluminium remplie d'eau, grâce à un brûleur qui contient de l'éthanol. On va supposer que toute l'énergie libérée par la combustion servira uniquement à élever la température de l'eau et de la canette. Cette énergie libérée par la combustion est une énergie thermique. On peut la noter Q et elle se calcule de la façon suivante. Cette formule n'est pas à retenir, mais on va l'analyser ensemble. On voit que cette chaleur reçue dépend de la masse de matière, des capacités thermiques qui dépendent des matériaux, et de l'élévation de température que l'on peut mesurer facilement avec un thermomètre. Comme l'éthanol est un réactif de la combustion, il va être consommé, et sa masse va diminuer au cours de l'expérience. En mesurant cette différence de masse, on va pouvoir remonter à l'énergie libérée par 1 kg d'éthanol brûlé, c'est-à-dire son pouvoir calorifique. On mesure la masse de la canette vide. On ajoute l'eau froide dans la canette. Avec la valeur affichée, nous pouvons par soustraction trouver la masse d'eau introduite. On mesure la masse initiale du brûleur. On va également avoir besoin de mesurer la température de l'eau au début et à la fin de la combustion. On place un thermomètre au cœur de la canette et on peut déjà mesurer la température initiale de l'eau. On couvre le montage de papier aluminium. Cela permettra d'éviter les pertes de chaleur par convection d'air. C'est parti, la combustion peut démarrer. Il faut maintenant relever le brûleur. On agite l'eau pour homogénéiser la température. On arrête la combustion. On homogénéise afin d'avoir la température finale. 35 degrés. Enfin, on mesure la masse du brûleur après la combustion. Récapitulons. On a réuni sur ce tableau toutes les mesures effectuées. En faisant la différence entre la masse du brûleur avant la réaction et après la réaction, on peut déterminer la masse d'éthanol consommée, ce qui donne 1,02 g. Et maintenant, avec toutes ces données, il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Allez, qu'est-ce que vous attendez? C'est à vous de le faire, sortez vos calculatrices, mettez sur pause, et voilà le résultat. Bravo si vous l'avez trouvé. Avec cette valeur, on peut ensuite en déduire le pouvoir calorifique, qui est l'énergie que peut fournir la combustion d'un kilogramme d'éthanol. 17,5 mégajoules par kilogramme. Bravo. Bon, pour l'instant, on n'a qu'une grandeur numérique qui ne nous dit pas grand-chose. Mais avant d'étudier concrètement si mes bouteilles pouvaient suffire à réchauffer la pièce, voyons la manière théorique, cette fois, de déterminer le pouvoir calorifique d'un combustible. Alors sinon, il y a la technique du réchauffement interne du corps, qui est très efficace aussi, et si tu veux, je t'explique, je suis un spécialiste. Moi, non. Alors sinon, je finirai jamais la vidéo. La théorie, donc. C'est en étudiant en détail la transformation chimique que subit l'éthanol quand il brûle, que l'on va pouvoir déterminer la valeur théorique de son pouvoir calorifique. On avait déjà vu le triangle du feu au collège. Une combustion nécessite un combustible, ce qui brûle, un comburant, ce qui fait brûler, et un petit apport d'énergie pour amorcer le tout. Une étincelle suffit la plupart du temps. Il se forme ainsi du dioxyde de carbone qu'on peut caractériser avec un test à l'eau de chaux, et de l'eau,
qu'on peut caractériser avec un test au sulfate de cuivre anhydre. Dans notre cas, on brûle de l'éthanol, et notre comburant est le plus classique de tous, à savoir le dioxygène de l'air. Au collège, on se débrouillait à partir de ça pour attribuer les coefficients stoichiométriques et équilibrer l'équation de réaction. Mais comme les cas étudiés étaient relativement simples, on s'en sortait. Mais en première, on en sait plus. Et on a notamment une technique pour équilibrer les équations de réaction d'oxydoréduction, quelle que soit leur complexité. Et ça tombe bien, une combustion, c'est une réaction d'oxydoréduction. Le dioxyde de carbone n'est autre que l'oxydant conjugué au réactif réducteur qu'est le combustible. L'eau n'est autre que le réducteur conjugué au réactif oxydant qu'est le dioxygène. En voici donc les couples oxydant-réducteur. On rappelle la technique, en supposant qu'on se place en solution aqueuse, même si ce n'est pas le cas, ça marche quand même. On pose les membres des couples de manière à établir les demi-équations électroniques, on équilibre les éléments autres que O ou H, ici C, puis vient le tour de l'oxygène grâce à la molécule H2O, on ajoute ensuite autant de protons H+, que d'atomes d'hydrogène à équilibrer, et enfin c'est au tour des électrons car ce sont, je le rappelle, les particules qui sont échangées dans une réaction d'oxydoréduction. Une fois qu'on a les demi-équations, on leur attribue des multiplicateurs en gardant en tête que les électrons ne peuvent pas exister tout seuls, et on aboutit à ce résultat. Petite remarque pratique. Si nous n'avons pas, comme on le voit ici, 3 fois plus de dioxygène que d'éthanol, et donc si concrètement on n'alimente pas assez la flamme en air nécessaire à la combustion, on risque la combustion dite incomplète. Les couples mis en jeu sont légèrement différents, et c'est cette transformation qui s'effectue. On voit ici que l'oxydant produit n'est plus le dioxyde de carbone, mais le monoxyde de carbone, CO. Et lui, il a pile la bonne dimension pour se fixer dans les poumons à la place du dioxygène O2. O2, lui, il fait tourner la machine. Il est vital pour l'organisme. CO, lui, il fait pas le job. Il s'incruste, c'est tout. Et on meurt asphyxié. Bon délire, hein. Maintenant qu'on a l'équation, c'est en modélisant ce qui se passe à l'échelle microscopique, lors de cette combustion, qu'on va pouvoir calculer l'énergie libérée, puis le pouvoir calorifique du combustible. Lors d'une réaction de combustion, des liaisons covalentes sont détruites et de nouvelles liaisons sont formées. Il faut garder en tête que pour rompre des liaisons covalentes, il faut fournir de l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie de dissociation, et à l'inverse, la formation de liaison libère de l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie de formation. Pour chaque type de liaison, il existe une énergie associée qui dépend de la nature de la liaison. Attention, remarquez bien que ce sont des énergies molaires. Voici comment lire ce tableau. Par exemple, pour dissocier O et H, et donc rompre une mole de liaison OH, 600 000 milliards de liaisons OH, on se rappelle du nombre d'Avogadro. Le système chimique puise une énergie de 459 kJ. Il faut donc lui fournir ces 459 kJ pour rompre une mole de liaison OH. On peut lire aussi de la façon suivante, quand une mole de liaison OH se forme, 459 kJ d'énergie thermique est cédée à l'environnement extérieur. Lors d'une réaction de combustion, tout se passe comme si les liaisons des réactifs étaient rompues pour former des atomes isolés, avant de reformer de nouvelles liaisons pour donner les produits. C'est pour ça que, pour bien comprendre le processus, on va présenter nos molécules comme ceci, en faisant apparaître toutes les liaisons. Ici, vous avez reconnu les réactifs, et j'ai fait apparaître les différentes liaisons avec des couleurs différentes. Faisons l'inventaire des liaisons à briser pour une mole d'éthanol brûlé. On brisera une mole de liaison CC, 5 moles de liaison CH, une mole de liaison CO, une mole de liaison OH, et 3 moles de double liaison OO. On a récupéré les données en kilojoules par mol, donc les énergies de liaison associées aux différentes liaisons, dans le tableau qu'on a vu juste avant. Si donc on casse toutes les liaisons des réactifs, on obtient des atomes isolés, comme vous pouvez le voir ici. L'énergie nécessaire pour rompre toutes les liaisons est appelée énergie de dissociation. Elle est notée ED, et donc c'est la somme des énergies des liaisons rompues. Voici donc l'expression littérale qui permet de calculer l'énergie de dissociation nécessaire à la combustion d'une mole d'éthanol, qui équivaut à 4,70 mégajoules. Réagençons ces atomes isolés. Attention, petit effet, leur nombre se conserve, principe fondamental. À partir des atomes isolés, on peut recréer des liaisons pour former les produits de la combustion. Donc, en brûlant une mole d'éthanol, on peut former 4 moles de double liaison CO et 6 moles de liaison OH. On remarque d'ailleurs que la double liaison CO dans CO2, elle est un petit peu spéciale. Ça se voit beaucoup plus tard. Bref, nous on a les données, c'est l'essentiel. L'énergie créée lors de la formation de toutes ces liaisons
est appelée énergie de formation, elle est notée EF, et c'est donc la somme des énergies des liaisons créées. Ici, en voici l'expression littérale, et enfin, le résultat, 5,94 mégajoules. L'énergie molaire d'une réaction chimique, notée ER, est égale à la différence entre l'énergie de dissociation des réactifs et l'énergie de formation des produits. Ici, je remplace par mes données, j'obtiens le résultat, et je remarque que le résultat est négatif. Si on présente ce calcul sous la forme d'un diagramme énergétique, comme dans le document 5, page 195 du livre, on voit bien qu'il y a plus d'énergie libérée vers l'extérieur lors de la formation des liaisons des produits que d'énergie pompée à l'extérieur pour rompre les liaisons des réactifs. La réaction de combustion est donc qualifiée d'exothermique, elle libère de l'énergie thermique. Ça chauffe, quoi. Si le résultat avait été positif, c'est que la réaction refroidit l'environnement, on a besoin de lui apporter plus d'énergie que ce qu'elle en libère, et donc on aurait qualifié, cette fois-ci, la réaction d'endothermique. Il y a aussi des réactions athermiques d'ailleurs, quand l'énergie de réaction est égale à 0. Revenons à nos moutons. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir calorifique, c'est-à-dire l'énergie libérée non pas par une mole de réactif, de combustible, mais par 1 kilogramme de notre éthanol. Il va donc falloir faire intervenir la masse molaire de l'éthanol, comme dans l'expression littérale que vous voyez là. Alors je vous ai mis des petites notations par rapport aux unités, ce qui justifie en fait le facteur 1000. Comme on a une masse molaire en grammes par mol et qu'on veut un pouvoir calorifique en joules, kilojoules, mégajoules par kilogramme, on est obligé de rajouter ce coefficient 1000. On remplace par nos valeurs et on trouve 27,0 mégajoules par kilogramme, ce qui n'est pas exactement ce qu'il y a dans les tables. Mais l'explication, c'est que tout au long de notre calcul, on a utilisé un faible nombre de chiffres significatifs, et sachez que, officiellement, pour renseigner les tables dans les bouquins de chimie, les calculs sont effectués avec beaucoup plus de chiffres significatifs, ils sont bien plus précis, et donc ça explique ce petit écart. Pour info, si on regarde le document 3, page 194, on voit que l'éthanol, ça chauffe pas mal quand même. Ça chauffe mieux que le bois. Mais bon, moins bien que les hydrocarbures, ce qu'il y a dans les essences. Ou encore, moins bien que le dihydrogène, qui lui est le grand champion de la combustion. Pour terminer, on peut aussi comparer cette valeur, qui est une valeur théorique, obtenue par le calcul, à la valeur expérimentale qu'on a trouvée au labo, qui, je le rappelle, était de 17,5 mégajoules par kilogramme. La différence est quand même importante, mais c'est très facile à expliquer. C'est ici une simple question d'isolation. Bien évidemment, une grande partie de la chaleur a élevé la température du milieu environnant, et dans notre exploitation, on avait considéré que l'énergie thermique reçue par le système canette plus eau. Forcément, le brûleur chauffe aussi l'air ambiant. Et imaginez si on n'avait pas rajouté le papier d'aluminium. Ça aurait été encore pire. Allez, on va être optimiste et on va dire que ma pièce est bien isolée avec l'extérieur. Je vais donc pouvoir utiliser la valeur théorique du pouvoir calorifique de l'éthanol qu'on vient de trouver. Ma pièce, en gros... J'avais pris des mesures pour acheter des meubles. Donc elle fait 6 mètres de long, 3 mètres de large et 2,50 m de haut. Ouais, bon, ça va, c'est bon, je sais que c'est petit. Je suis pas agrégé, moi. J'avais lu que la capacité thermique de l'air, à pression atmosphérique, avait une valeur de 1,26 kJ par mètre cube par degré. C'est-à-dire que pour élever d'1 degré la température d'1 mètre cube d'air, il faut fournir une énergie de 1,26 kJ. Ah mais vous pouvez peut-être m'aider. Défi. Quelle masse d'éthanol faudrait-il que je brûle pour augmenter de 4 degrés, oui c'est bien, 4 degrés, je ferais bien, la température de ma pièce. Et on corrigera ça ensemble dans la prochaine vidéo, en plus des quelques exos sélectionnés. Bon allez, ça marche. À la semaine prochaine. Baby, be my love. Ah, enfin. Verdict. Alors, est-ce que je suis contaminé ou pas? Négatif au Covid-19. Attends, c'est quoi ça en bas? En revanche, le patient A. Bianchi serait positif au virus du coronavirus. Alerte coronavirus. Si vous souffrez de symptômes comme accélération du rythme cardiaque, frissons, libération d'endorphines à la vue d'un programme Python ou d'une pipette jaugée, vous ne pouvez résister à une envie irrépressible de porter une blouse. Vous vous mettez à utiliser des formules et compter des chiffres significatifs au cours d'une discussion avec un membre de votre entourage. Vous souffrez peut-être du coronavirus. Dans ce cas, ne paniquez pas. Gardez votre sang-froid.
Consultez votre professeur principal ou un conseiller d'orientation qui sauront quoi faire pour vous venir